Il a passé 4 ans sous terre, 4 ans dans l'obscurité, dans l'humidité, dans le silence, rongeant des racines, grandissant, attendant puis, un soir de mai, il est sorti de terre en rampant, a déployé ses ailes et s'est envolé. Il avait exactement 3, 4 semaines à vivre, pas des mois, des semaines. Toute sa vie adulte tenait là. Le Hunémais, c'est le hanneton. Nous l'avons tous vu. Beaucoup l'ont tenu dans leurs mains. Certains, enfants, lui ont attaché un fil à la patte pour le faire voler comme un petit hélicoptère vivant. Mais qu'est-ce que cette créature, au juste? La plupart d'entre nous n'en ont aucune idée. Aujourd'hui, on parle du hanneton. Restez jusqu'à la fin. Vers le milieu, quelque chose vous attend qui vous fera ne plus jamais regarder cet insecte de la même façon. D'où vient cette créature? Le hanneton, ou plus précisément le hanneton commun, Melolonta, appartient à l'ordre des coléoptères, le même que la coccinelle, le bousier et le lucane cerf-volant. Les coléoptères forment le plus grand ordre d'insectes de la planète, environ 400 000 espèces décrites. Un animal sur 4 sur Terre est un coléoptère, pas un insecte au sens large, un coléoptère. Ses plus proches ancêtres existaient au Crétacé il y a environ 100 millions d'années quand les dinosaures arpentaient encore la planète. Il leur a survécu à plusieurs glaciations, à l'apparition de l'homme, à la formation des civilisations, à la révolution industrielle et continue de voler chaque mois de mai. L'aire de répartition du hanneton couvre presque toute l'Europe et une partie de l'Asie. En France, il est partout, de la Normandie à la Provence, en passant par l'Alsace et l'Auvergne. C'est l'un des plus gros coléoptères communs de nos régions tempérées. Si vous avez grandi dans un village ou une ville française avec un jardin, vous l'avez forcément vu. Un hanneton adulte mesure de 2, 5 à 3, 5 cm, ce qui est considérable pour un insecte. Il est lourd, dense, brun roux. Quand on le prend dans la main, on sent son poids, un vrai poids. Ce n'est ni un papillon, ni un moucheron. C'est un animal, et ce n'est pas une exagération. La carapace et le vol. Quand on observe un hanneton de près, on comprend que ce n'est pas un insecte ordinaire. Au-dessus des ailes, ce ne sont pas des ailes, mais un bouclier, une carapace chitineuse rigide qui protège les véritables ailes. Celles-ci, dissimulées en dessous, sont membraneuses, presque transparentes et très fines. Repliées, elles sont rangées proprement sous les élytres et invisibles. Quand le hanneton se prépare à décoller, les élytres s'écartent sur les côtés et ce qui va réellement voler se déploie en dessous. Le vol du hanneton est une histoire à part. Aérodynamiquement, il ne devrait pas pouvoir voler. Trop lourd, trop rond, des ailes trop petites par rapport à sa masse corporelle. Des scientifiques, dès le XXe siècle, ont calculé, en appliquant toutes les lois de la physique, qu'un hanneton ne pouvait pas voler. Le hanneton, lui, ne le savait pas et il a volé. C'est évidemment une simplification. En réalité, le hanneton utilise une aérodynamique fondamentalement différente de celle d'un avion. Il crée des tourbillons d'air au-dessus de l'aile qui génèrent une portance supplémentaire. Des ingénieurs étudient aujourd'hui ce mécanisme pour développer des micro-drones. Un coléoptère de la taille d'une phalange vole plus efficacement que n'importe quel drone artificiel de cette échelle. Sa vitesse de vol avoisine 10 à 12 km par heure, pas grand-chose, mais le hanneton n'est pas pressé. En une nuit, il peut parcourir plusieurs kilomètres et plusieurs dizaines en une saison. La tête, un instrument de navigation. Sur la tête du hanneton, les antennes ne sont pas de simples antennes. C'est un organe sensoriel complexe. Chez le mâle, elles se terminent en 7 lamelles qui s'éventent sur les côtés. Chez la femelle, 6. Ces lamelles captent les odeurs et les phéromones à une distance difficile à imaginer pour nous. Le mâle peut sentir une femelle à plusieurs centaines de mètres, dans le noir d'une forêt, parmi 1000 autres odeurs. Ce sont les antennes, et non les yeux, qui constituent le principal instrument de navigation du hanneton. Il a des yeux, mais il voit mal. Son monde est un monde d'odeurs, de vibrations et de champs magnétiques, oui, magnétiques. On y reviendra, car c'est l'un des faits les plus inattendus de toute cette histoire. 4 ans sous terre. Mais d'abord, l'essentiel, sans quoi le hanneton reste une créature incompréhensible. Le hanneton qu'on voit voler un soir de mai,
C'est le final. C'est le dernier chapitre. L'histoire commence sous terre et dure 4 ans. La femelle pond ses œufs dans le sol, pas en surface, mais à une profondeur de 10 à 20 cm. Elle pond entre 25 et 70 œufs par saison. 4 à 6 semaines plus tard, les larves éclosent. La larve de hanneton, peu de gens l'ont vue, mais beaucoup la connaissent indirectement sous le nom de ver blanc. Elle est blanche, épaisse, recourbée en forme de C, avec une tête rousse et de petites pattes. Au début, elle a la taille d'un grain de riz. À la fin de sa vie souterraine, elle mesure de 6 à 8 cm, plus grosse que l'adulte. Elle vit sous terre 4 ans, parfois 5. La première année, la larve se nourrit d'humus, de matière organique en décomposition, de petites radicelles presque inoffensives. Mais dès la deuxième année, elle passe aux vraies racines, racines de céréales, de fraisiers, d'arbres. Elle les ronge méthodiquement, jour après jour, année après année. Une seule larve est capable de détruire entièrement le système racinaire d'un jeune arbre. C'est pour cela que les jardiniers et agriculteurs français détestent le ver blanc bien plus que le hanneton adulte. L'adulte mange des feuilles et des fleurs désagréables, mais supportables. La larve, elle, tue la plante de l'intérieur, sans qu'on s'en aperçoive, pendant qu'elle a l'air bien vivante. Le jardinier ne remarque le problème que trop tard. Le pied de fraisier se flétrit soudain et se retire du sol sans la moindre résistance. Les racines ont disparu depuis longtemps. En hiver, la larve s'enfonce plus profondément, parfois jusqu'à 1 mètre, pour survivre au gel. Au printemps, elle remonte vers les racines et ainsi de suite, 4 cycles durant. La 4e année survient la nymphose. La larve construit une chambre de terre autour d'elle, se fige et se transforme en nymphe. Cela dure quelques semaines, puis un hanneton adulte émerge de la nymphe, mais il n'est pas pressé de sortir. Il reste hiverné sous terre, déjà adulte, et n'atteint la surface qu'au printemps suivant, quand l'air se réchauffe à 15 degrés. 5 ans sous terre, pour 3 à 4 semaines à la lumière. 3 à 4 semaines, toute la vie adulte, le 1er mai. Et durant ce mois de mai, le hanneton doit avoir le temps de tout faire. Se nourrir, trouver un partenaire, se reproduire, mourir. Une vie sociale très brève. Les premiers jours après être sorti de terre, le hanneton se nourrit activement, presque voracement, de feuilles de chêne, bouleaux, érables, pommiers, cerisiers. Il n'est pas difficile, il mange ce qu'il trouve. Lors des années de vol massif, des hannetons peuvent dévorer des couronnes entières d'arbres en quelques nuits. L'arbre se retrouve nu comme en fin d'automne. Mais nourrir n'est pas l'objectif principal, c'est la reproduction. Le vol survient au crépuscule et la nuit. Les mâles sortent en premier, à la recherche des femelles, qui sortent un peu plus tard et grimpent sur les branches en attendant. Le mâle repère la femelle grâce aux phéromones, captées par ses fameuses antennes lamelées. Après l'accouplement, la femelle redescend dans le sol pour pondre, remonte, se nourrit et répète ce cycle plusieurs fois, puis elle meurt. Les mâles meurent encore plus tôt. Leur vie en surface dure parfois à peine 2 semaines. Le compas magnétique. Et voici le fait promis. Le champ magnétique. Le hanneton se repère dans l'espace en partie grâce au champ magnétique terrestre. Des chercheurs allemands l'ont démontré dans les années 2000. Des hannetons ont été placés dans un champ magnétique artificiellement modifié et ils ont perdu leur orientation. Le champ normal rétabli, les hannetons ont aussitôt retrouvé leur chemin. Pourquoi un hanneton aurait-il besoin d'une boussole magnétique? Après l'accouplement, les femelles s'envolent pour pondre et elles préfèrent certains endroits précis, lisières de forêt, type de sol particulier. Des études montrent que les femelles reviennent souvent dans la zone même d'où elles sont issues littéralement leur lieu de naissance, comme le saumon, mais sous terre. Cette navigation par le champ magnétique de la planète n'a rien d'exceptionnel dans la nature. C'est l'une des technologies fondamentales que les insectes maîtrisaient bien avant nous. Les abeilles, les fourmis, les papillons monarques possèdent tous une perception magnétique, mais le hanneton se distingue par l'ampleur de sa tâche de navigation. Retrouver un coin de terre précis après plusieurs kilomètres de vol nocturne est particulièrement impressionnant. Le hannetonnage, un fléau historique en France. Un hanneton, c'est impressionnant. 1 million de hannetons,
C'est un désastre. Le hanneton ne vole pas de la même façon chaque année. Il suit un cycle. Tous les 3 ou 4 ans survient une année de vol massif. Cette année-là, les hannetons sortent de terre simultanément en vagues immenses. Les arbres en noircissent. Les routes craquent sous les pieds. Les lampadaires, au crépuscule, sont entourés d'essaims vivants. Ce n'est pas une métaphore, c'est ce que les Français ont observé pendant des siècles. Au XIXe siècle, ces années étaient enregistrées en France avec la précision d'un métronome. C'est même là qu'est né le terme « hannetonnage », la collecte systématique, à la main, des hannetons par village entier. Les agriculteurs savaient que si une année de vol massif survenait, l'invasion de vers blancs était à attendre 3 ou 4 ans plus tard, et s'y préparaient. L'ampleur du phénomène était stupéfiante. En Alsace, à la frontière franco-allemande, des archives de l'année 1604-28 ont été conservées. Les hannetons sont arrivés en une vague telle qu'ils ont assombri le ciel. Les contemporains les comparaient à des nuages. Les rivières se couvraient de hannetons noyés, couche après couche. Les poissons s'en gavaient au point d'en cesser de mordre à l'hameçon pendant des semaines. En Allemagne voisine, en 1911, environ 20 milliards de hannetons ont été détruits à la main en une seule saison. Pas des milliers, pas des millions, des milliards. Les écoliers étaient payés au seau. Les paysans secouaient les arbres à l'aube, pendant que les hannetons, engourdis par le froid, y étaient encore accrochés. Des villages entiers sortaient les ramasser, comme pour une fenaison. En France, en particulier dans le bassin parisien et en Normandie, des campagnes de hannetonnage similaires étaient organisées, et le hanneton figurait dans le calendrier paysan au même titre qu'une mauvaise récolte ou une sécheresse. Cela sonne comme une exagération, mais les archives entomologiques européennes regorgent de témoignages semblables. Le hanneton n'était pas un simple phénomène naturel de fond, c'était une catastrophe naturelle programmée. La disparition, puis il a disparu. Pas tout à fait, mais presque. Au milieu du XXe siècle, avec l'arrivée des pesticides, les populations de hannetons se sont effondrées dans toute l'Europe, et la France n'a pas fait exception. Ce qui semblait un phénomène naturel ineffaçable, le rythme même de la Terre, s'est révélé extrêmement fragile face à la chimie. Avez-vous déjà vu un véritable essaim de hannetons quand il n'y en a pas des dizaines mais des centaines autour d'un seul lampadaire ? Écrivez-le en commentaire, c'est sincèrement intéressant, car ces témoins se font de plus en plus rares chaque année. Le hanneton dans la culture française. Le hanneton faisait partie de la vie des Français bien avant de devenir un problème pour les agronomes. Dans la France médiévale et rurale, il était perçu comme l'annonciateur d'une bonne récolte. Beaucoup de hannetons signifiaient une terre vivante, chaude, riche. Les paysans regardaient les essaims avec une certaine inquiétude, mais aussi un respect quasi superstitieux. La nature montre sa force. Attendons-nous à des changements. Le hanneton a aussi marqué le langage et les comptines. La célèbre chanson populaire française « Hanneton, vol », parfois transmise sous des variantes régionales, accompagne depuis des générations les enfants qui lâchent l'insecte au creux de leurs mains, comme l'écho d'un geste universel. En Allemagne, la chanson équivalente « Maike Verflieg » porte une histoire bien plus sombre. Née pendant la guerre de Trente Ans, 1610 à 1648, l'un des conflits les plus dévastateurs de l'histoire européenne, qui a coûté à certaines régions allemandes jusqu'à la moitié de leur village. La chanson demande au hanneton de s'envoler là où la guerre fait rage, là où le père combat un message que l'enfant ne peut porter lui-même. Le hanneton devient alors messager, non parce qu'il peut transmettre un message, mais parce qu'il vole là où l'enfant ne peut aller. Le hanneton intéressait aussi les naturalistes. Carl von Linné l'a décrit en 1758 dans son Systema Naturae, l'ouvrage fondateur de la classification biologique moderne, et le nom Melolonta qu'il lui a donné n'a quasiment pas changé depuis, une rareté pour l'époque. C'est en France, justement, que l'un des plus grands entomologistes au monde, Jean-Henri Fabre, a consacré des chapitres entiers de ses souvenirs entomologiques, toujours considéré comme l'un des meilleurs ouvrages de vulgarisation scientifique sur les insectes à l'observation du hanneton. Fabre l'observait avec un émerveillement presque enfantin.
Il décrivait comment la femelle choisit l'endroit où pondre, testant méthodiquement le sol avec ses pattes avant, évaluant sa structure et son humidité. Il écrivait qu'elle en sait sur la terre ce qu'un agronome, avec ses instruments, ignore. Ce n'est pas une exagération. La femelle évalue réellement le sol avant de pondre. Trop dense, la larve ne pourra pas creuser. Trop sec, les œufs mourront. Trop acide, les racines seront impropres. Son choix n'est pas aléatoire. Il repose sur un ensemble de signaux chimiques et mécaniques que son système nerveux a appris à lire en 1 million d'années d'évolution. Et bien sûr, il y a aussi le souvenir culinaire, étonnant aujourd'hui. Au XIXe siècle, en France, la soupe aux hannetons était un plat courant à la campagne. On collectait les hannetons lors des années de vol massif, il y en avait tant que ne pas les utiliser aurait été du gaspillage. On en faisait un bouillon, on y ajoutait des légumes et l'on disait que le goût rappelait celui du poulet. Les larves, elles, étaient frites et considérées comme un mets, leur haute teneur en protéines et en graisses en faisant un aliment nourrissant pour les périodes de disette. Un maillon essentiel de l'écosystème. Le hanneton n'est pas qu'un nuisible du point de vue du jardinier, du point de vue de l'écosystème, c'est un maillon clé. Les larves constituent une source de protéines vitales pour un grand nombre d'animaux. Les taupes s'en nourrissent toute l'année, creusant leur galerie précisément là où elles détectent une concentration de larves. Les hérissons retournent la couche superficielle du sol pour les trouver. Les blaireaux, les renards et les sangliers creusent des clairières entières, tout cela pour les vers blancs. Les oiseaux constituent un chapitre à part. Corbeaux-freux, étourneaux, corneilles et grives suivent la charrue dans les champs labourés, précisément parce qu'elles remontent les larves à la surface, une scène encore familière dans la campagne française. Un seul corbeau-freux peut manger plusieurs centaines de larves de hannetons par saison. Retirez le hanneton et toute cette chaîne s'effondre. C'est exactement ce qui est devenu manifeste quand le hanneton a commencé à disparaître dans les années 1950, avec l'arrivée du DDT et d'autres pesticides organochlorés en Europe, utilisés massivement dans les jardins, les champs et les forêts, contre le doryphore, les pucerons, contre tout ce qui bougeait et avait 6 pattes. Le hanneton n'était pas la cible principale, il en a été la victime collatérale. La larve, vivant dans le sol durant 4 ans, accumule les pesticides progressivement et en continue non pas un choc unique, mais un empoisonnement lent. Les populations se sont effondrées en 1 à 2 générations. En Suisse, où des statistiques particulièrement précises ont été tenues, une baisse des effectifs de 50 à 100 fois a été enregistrée entre 1945 et 1975. En France, les zones rurales traditionnellement touchées par les grandes années de hannetonnage Normandie, Alsace, bassin parisien ont vu le phénomène quasiment disparaître au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Le DDT a été interdit, mais le problème n'a pas disparu. Il a changé de forme. Les néonicotinoïdes modernes, une classe de pesticides développée dans les années 1990 et aujourd'hui strictement encadrée en France et dans l'Union européenne, pénètrent entièrement la plante et non seulement la surface de la feuille. Le hanneton mange la feuille, reçoit une dose. La larve ronge la racine, reçoit une dose. Ces substances ne tuent pas instantanément. Elles perturbent le système nerveux, désorientent, réduisent la capacité de reproduction. Le hanneton vole, mais dans la mauvaise direction. La femelle pond, mais moins. La larve se développe, mais plus lentement. En parallèle se déroule un autre processus, la pollution lumineuse. Le hanneton navigue la nuit, son système de navigation étant calibré sur le ciel nocturne naturel, la lune, les étoiles, le champ magnétique. La lumière artificielle perturbe ce système. Les hannetons s'agglutinent autour des lampadaires, tournent en rond pendant des heures, gaspillant une énergie qu'ils possèdent déjà en faible quantité. Les mâles, désorientés par la lumière, ne trouvent plus les femelles. Les femelles ne rejoignent plus les zones de sol recherchées. Dans les villes et les banlieues françaises, où les lampadaires sont espacés tous les 20 mètres, le hanneton existe, vole, mais son cycle de reproduction est rompu. Un troisième problème s'ajoute, la disparition des vieilles forêts feuillues et des prairies non fauchées. Le hanneton affectionne des types de sols et d'arbres précis chênes, bouleaux, pommiers.
Quand les forêts sont coupées, quand les prairies sont bâties, quand les champs sont labourés chaque saison, les larves n'ont plus où aller. 4 ans sous terre, au même endroit, ce n'est pas une abstraction, c'est une parcelle précise qui doit rester intacte. Saviez-vous que le hanneton commun, autrefois considéré comme un nuisible majeur à éradiquer, fait aujourd'hui l'objet d'une attention particulière dans certaines régions françaises, où son déclin est désormais suivi par les naturalistes? Écrivez-le en commentaire, il est important de mesurer à quel point ce changement passe encore inaperçu. Mais avant tout, une créature phénoménale. Arrêtons-nous un instant, car à force de parler de déclin et de pesticides, on oublie l'essentiel. Cette créature est, en elle-même, phénoménale. Le bourdonnement que produit le hanneton en vol est grave, épais, presque mécanique. Il ne ressemble à rien ni à une abeille, ni à un bourdon, ni à une mouche. C'est le premier son qu'on entend un soir de mai, avant même de voir l'insecte. Il vole dans le noir, on l'entend d'abord, puis il vient s'écraser contre la vitre. Ce bruit est un effet secondaire, le hanneton ne le produit pas intentionnellement, c'est simplement le travail des ailes. La fréquence de battement avoisine 46 battements par seconde à comparer aux 200 d'une mouche ou aux 230 d'une abeille. Le hanneton bat des ailes lentement. Très lentement pour un insecte, mais vu sa masse, même ces 46 battements créent ce bourdonnement grave si caractéristique. Pendant le vol, le hanneton se réchauffe littéralement. La température des muscles thoraciques qui actionnent les ailes monte jusqu'à 30 à 35 degrés, indépendamment de la température extérieure. C'est de l'endothermie, la capacité à générer de la chaleur en interne, la plupart des insectes en sont dépourvus. Le hanneton fait exception. C'est ce qui lui permet de voler par les nuits fraîches de mai, quand l'air ne s'est pas encore réchauffé. Avant de décoller, il fait chauffer le moteur. On peut l'observer se mettre à vibrer sans quitter sa branche, ses muscles se contractant au ralenti pour élever sa température corporelle jusqu'au seuil nécessaire. Ce n'est qu'alors qu'il décolle quelques secondes à 1 minute, selon le froid, et concernant les odeurs, un mâle est capable de sentir la phéromone d'une femelle à une concentration de quelques centaines de molécules par centimètre cube d'air. Quelques centaines de molécules, c'est une quantité si infime qu'aucun appareil moderne ne pourrait mesurer cela avec une sensibilité équivalente. Le hanneton perçoit ce que la technologie actuelle ne détecte pas. Ces antennes lamellées ne sont pas qu'un détail esthétique. Chacune des 7 lamelles est couverte de milliers de récepteurs olfactifs. Plus la surface est grande, plus les molécules captées sont nombreuses, le déploiement en éventail des antennes sert précisément à maximiser cette surface de contact avec l'air. Une vulnérabilité qui n'en est pas une. Dans la culture populaire française, comme ailleurs, le hanneton est resté l'image d'un insecte un peu maladroit, gros, bourdonnant, tombant sur le dos et agitant désespérément ses pattes. Cette impression d'impuissance est en partie une illusion. Un hanneton tombé sur le dos ne peut réellement pas se retourner seul, son centre de gravité est trop haut. Mais ce n'est pas une faiblesse de l'espèce, c'est simplement un moment de vulnérabilité. 5 années d'évolution n'ont pas été investies pour tomber avec grâce, mais pour survivre 4 ans sous terre et trouver un partenaire en 3 semaines. 4 ans sous terre, 3 semaines à la lumière. Il ne le sait pas. Il n'a ni peur de la faim, ni regret du temps. Il vole simplement dans l'air sombre du mois de mai, réchauffant ses muscles, déployant ses antennes, se calant sur le champ magnétique de la planète. Il vole là où son espèce vole depuis 100 millions d'années. Une chanson d'enfant a été écrite à son sujet en pleine guerre. On en a fait de la soupe pendant les années de disette. Les scientifiques se disputent encore sur son aérodynamique. Et ce n'est, au fond, qu'un hanneton. La prochaine fois qu'il s'écrasera contre votre fenêtre un soir de mai et atterrira sur le dos sur le rebord, retournez-le, laissez-le voler. Il n'a pas beaucoup de temps.